Pour m'excuser alors pour ce désagrément. Hein, donc, oui, très bien, merci. Alors, monsieur, s'il vous plaît, essayez de programmer la séance de contrôle avant la séance de cours prochain qui va être présentée par monsieur Absman pour qu'il y ait un bon. Oui, oui, pas de souci. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va présenter. L'essentiel, je vais voir avec monsieur. Très bien. OK, pas de souci. Hein, l'essentiel, on fait de notre mieux hein, donc, pour faire transmettre le message et il n'y aura aucun problème. Merci. Voilà. Alors, vous êtes avec moi, alors on continue. Donc, il y a 4 classes. Malheureusement, c'est cette classe, une qui, bien sûr, si vous voulez, qui est la classe qui nous intéresse en thérapeutique parce qu'elle assure une bonne disponibilité. Mais très peu de principes actifs font partie de cette classe 1 qui est caractérisée par une solubilité élevée, une perméabilité élevée. Il y a un tiers de molécules, 33%, qui présentent une solubilité faible et une forte perméabilité. Alors, notre souci avec les molécules de classe 2, c'est d'améliorer la solubilité. Il y a plusieurs artifices thérapeutiques, galiniques, pardon, technologiques qui permettent d'améliorer la solubilité. En jouant sur la granulométrie, on peut donc incorporer le principe actif dans des transporteurs hydrosolubles, etc. Alors, les molécules de la classe 3, contrairement à la classe 2, elles sont caractérisées par une solubilité forte, mais une perméabilité faible. Également, il y a une petite catégorie de principes actifs qui se trouvent dans cette classe. Alors, comment peut-on améliorer la perméabilité? Il y a quand même des artifices galiniques tels que les systèmes flottants thérapeutiques. La classe 4, donc les molécules qui font partie de la classe 4, on peut dire qu'ils sont inefficaces sur le plan thérapeutique parce qu'ils souffrent de 2 problèmes. Ils ont une solubilité faible, mais également une perméabilité faible. Alors, on a 2 défis. Comment on améliore d'un côté la solubilité et d'un autre côté la perméabilité? Et c'est ça, alors, il y a 4 classes, il faut apprendre ça. Et de préférence, c'est toujours maintenant indispensable de connaître la pertinence de votre principe actif. Donc, si vous connaissez la classe, vous pouvez agir pour améliorer la biodisponibilité parce que vous connaissez est-ce que la solubilité ou bien la perméabilité qui fait défaut. Très bien. Alors, je vais mettre en plein écran. Alors, c'est quoi un principe actif? Comment un principe actif il est considéré comme hautement soluble? Hautement soluble, c'est-à-dire vous avez la plus grande dose du médicament. On prend l'exemple du paracétamol, la plus grande dose, c'est 1 gramme. Il faut qu'elle soit dissoute dans un volume d'eau inférieur à 250 millilitres. D'accord? Et à des pH digestifs qui jalonnent entre 1 à 7,5. Parce que le pH digestif, il jalonne entre 1 et 7,5. Donc, le gastrique, il est acide. Et on arrive au côlon vers le neutre, légèrement alcalin. Quand est-ce qu'un principe actif est considéré hautement perméable? Il est hautement perméable lorsque nous avons 90% de la dose administrée se trouve dans le sang et cela est comparé avec la voie de référence qui est la voie intraveineuse qui assure 100% de passage du médicament dans le sang. Quand est-ce qu'un principe actif est considéré comme étant rapidement dissous? Lorsque vous avez au bout moins de 30 minutes de temps, vous avez 85% de la dose, elle est dissoute. Ça, c'est important de le connaître. Maintenant, on va vers la deuxième partie du cours, c'est l'application de la biopharmacie. J'ai pris 2 voies importantes. C'est la voie orale qui nous intéresse et la voie il n'y a pas de souci. Entre solubilité et dissolution. Au fait, la solubilité et la dissolution, c'est 2 choses qui sont la solubilité et la dissolution, des choses liées. D'accord? Lorsqu'on parle de dissolution, c'est-à-dire combien de temps ça va prendre pour dissoudre le médicament. Il y a la notion de temps, la notion de vitesse, de cinétique. Mais la solubilité, c'est juste qualitative. Est-ce que est soluble, ou bien légèrement soluble, ou bien facilement soluble, ou bien pratiquement insoluble, etc. C'est une caractérisation qualitative, d'accord? Il n'y a pas la notion de vitesse. Mais la dissolution, combien de temps ça va prendre? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que se dissout, mais à quel temps? S'il se dissout totalement au bout de 2 heures, ça, ce n'est pas important. D'accord? Mais malgré qu'il est soluble, mais il va prendre beaucoup de temps, ici, donc, on peut gâcher la biodisponibilité.
C'est ça. Donc, ça nous intéresse, quelle est la vitesse? Puisqu'il est rapidement soluble, il sera rapidement absorbé. C'est ça. Très bien. Alors, on a pris l'exemple de la voie orale. La voie orale, comme vous le savez, nous avons deux types de formes. Il y a les formes liquides, représentées par les solutions, les sirops, les suspensions buvables. Et nous avons les formes solides, les comprimés et les gélules. Pour les formes liquides de type solution, le principe actif, déjà, il est à l'état dissous. Est-ce qu'on a une étape de libération? Est-ce qu'on a une étape de dissolution? En fait, l'étape de dissolution, elle n'existe plus dans l'organisme parce qu'il est déjà à l'état dissous. Il est à l'état de dispersion moléculaire. On attend alors une absorption rapide avec les formes liquides par rapport aux formes solides. Mais cela dépend de la nature du solvant. Est-ce qu'il s'agit d'une solution aqueuse ou bien faite avec un solvant hydromiscible, c'est-à-dire un solvant qui est miscible avec l'eau, c'est très bien, on aura une rapidité d'action. Mais si le solvant n'est pas hydromiscible, dans ce cas-là, on n'aura pas, on peut pas, il y aura un partage entre le solvant et le liquide digestif. Mais également, il faut tenir compte, est-ce que le principe actif il est à l'état libre ou bien il peut se trouver à l'état complexé avec les adjuvants. Et dans les complexes, est-ce que les complexes sont solubles ou pas? Est-ce que les complexes sont absorbables ou pas? Mais en général, on dit l'action en solution, elle est plus rapide que l'action avec les médicaments à l'état solide. Dans le cas des suspensions, les suspensions, le principe actif n'est pas dissous. Ça concerne les principes actifs insolubles dans l'eau, hein, dans les solvants utilisés dans la préparation, généralement pour la voie orale, c'est l'eau distillée ou bien l'eau purifiée. Alors, le plus important, est-ce que le solvant est miscible à l'eau? Oui, c'est très bien. Dans ce cas-là, la libération est contrôlée par la vitesse de dissolution dans le liquide biologique. Dans le cas de suspension de type huileuse, l'huile n'est pas miscible à l'eau, alors il y a deux processus, deux mécanismes probables de libération. Comment le principe actif va quitter cette phase huileuse? Il y a le transfert par sédimentation. Dans ce cas-là, la vitesse de sédimentation, elle est liée à la taille des particules du principe actif, suivi par la suite de sa dissolution, de son transfert et sa dissolution. Il faut qu'il y ait étudié alors au départ quelle est le coefficient de partage entre l'huile et l'eau, donc pour qu'il y ait le phénomène de libération et de dissolution. En ce qui concerne la voie orale solide, les comprimés, alors ça nécessite tout d'abord une destruction de la forme pharmaceutique comprimée par désagrégation. Une fois libéré le principe actif, il faut attendre la dissolution. D'accord. La dissolution, en fait, on va voir sur le schéma. Il ne faut pas attendre la désagrégation. Dès que le comprimé est en contact avec le fluide digestif, ça commence la dissolution. On va voir le schéma de Wagner. Et la dissolution, bien sûr, elle dépend des caractéristiques du principe actif, du pH du milieu, etc. D'accord? On va prendre les schémas explicatifs. Vous voyez, alors, vous voyez sur le schéma, alors, le comprimé, dès qu'il est en contact avec lui, on aura une petite quantité du principe actif qui va être dissoute. C'est le principe actif qui se trouve à la surface du comprimé. Alors, une fois imbibé, le comprimé doit se désagréger. Ça, c'est l'activité de l'agent désagrégeant. Hein, c'est l'agent de délitement, d'accord, tel que l'amidon de maïs, c'est les super désintégrants de façon générale. À ce moment-là, également, il y a la libération et la dissolution du principe actif à partir du granulé. Le granulé également va libérer le principe actif à l'état poudre et on aura également une libération du principe actif. Le plus important, il faut que la libération soit complète, toute la dose. Une fois la libération est complète, il faut que le principe actif, je réitère, doit passer en solution, c'est le phénomène de dissolution. Une fois en solution, il peut passer, il peut franchir la barrière, la muqueuse gastro-intestinale pour être absorbé. Très bien, ça c'est les comprimés conventionnels. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la mise à disposition du principe actif de l'organisme d'un principe actif administré par voie orale, sous forme de comprimé? N'oubliez pas les facteurs